few things that went wrong at Alpine, one of which was I didn't have control over the entire team. That in itself, I knew was going to be problematic. Il y a un an, je vous disais que 2023 n'était pas la fin ou l'échec d'Alpine, mais peut-être son véritable commencement, car enfin, il y avait de gros changements qui allaient s'opérer en profondeur pour construire un projet comme le fait James Valls avec Williams par exemple. Je vous disais aussi que Enstone avait besoin d'être restructuré puisque ça n'a jamais été fait depuis le retour de Renault en tant que propriétaire en 2016 et qu'il fallait un leader qui vienne du sport auto et qui a la confiance de l'industriel qui est Luca De Meo. À ce moment, Bruno Famin était donc team principal par intérim. Je ne savais pas qui pouvait prendre ce rôle de leader charismatique. Je vous avais même posé la question, il y en avait peu qui me venaient à l'idée. Et puis Bruno Famin restait aussi une possibilité. Mais vu toutes les casquettes qu'il cumulait, j'étais pas vraiment emballé par l'idée. Depuis cette vidéo du 27 septembre 2023, ça a pas mal bougé, mais c'est pas du tout allé dans la bonne direction, bien au contraire. Et sur certains points, ça a même fait du surplace. On a remercié Matt Harman, directeur technique, Dirk De Beer, chef aéro, qui sont du coup tous deux à l'origine de la catastrophique A524. On a remercié Bruno Famin en tant que team principal dont on n'a jamais eu vraiment la confirmation s'il était à temps plein ou encore intérim. Il est resté à la tête de l'équipe 1 an et s'est fait remercier au même endroit que Otmar Szafnauer, à Spa. Un peu d'ironie, ça fait pas de mal. On a arrêté la collaboration avec Esteban Ocon, pourtant pilier de l'équipe depuis 5 saisons, je crois, ou 4 ou 5 saisons, qui a tout simplement fini par en avoir marre malgré une bonne première partie de saison face à Gasly par exemple et les trop nombreux accros en course. Que ce soit carbone contre carbone ou par radio interposée, bon bref. Dans tout ça, on a quand même récupéré David Sanchez chez Alpine et on a titularisé Jack Doohan, faute de mieux, sur le marché des transferts, malgré une belle tentative du nouveau boss Flavio Briatore pour aller chercher un certain Carlos Sainz. Alors oui, Luca De Meo en a eu marre de la situation et comme c'est un chef d'entreprise, il regarde les chiffres. Et les calculs sont pas bons. Faut dire qu'en Formule 1, avant la mise en place du budget cap, les calculs étaient pas bons. Et plutôt simple, plus tu dépenses, plus tu auras de chances de gagner, mais t'as aucune garantie. Hein, voilà, on verra. Alors ce lundi 30 septembre, la rumeur qui enflait dans le paddock depuis plusieurs mois s'est finalement concrétisée. Alpine abandonne son propre moteur sur lequel elle travaille depuis 2022 pour 2026. Et on va avoir des centaines d'employés de Viry-Châtillon partir ou se faire réaffecter sur les futurs projets du groupe Renault. Cet abandon du projet moteur 2026 a ses raisons pour De Meo, mais cette décision en dit très long sur tout le projet de l'écurie de F1, de la marque Alpine au global, et impacte de manière considérable l'écosystème Formule 1, entre guillemets, en France pour le futur. Alors une fois de plus, l'heure est assurément au bilan pour le coup. Beaucoup de questions se posent sur la raison d'un échec aussi énorme après presque 10 ans en catégorie Rennes, sur ce que donnera la suite de l'écurie et sur ce que donnera la suite de la Formule 1 tout court en France. Laurent Rossi à Miami en 2023 avait choqué tout le paddock en sortant le mot dilettantisme en interview. Alors, il tirait à grands coups de canon sur sa propre équipe et pour cause, la progression ne se faisait plus et les erreurs se répétaient. Si le moteur Renault a eu sa mise à jour de fiabilité entre 2022 et 2023 sur la pompe à eau, récalcitrante pour Fernando Alonso, les boîtes de vitesse ont continué de casser. De source interne, la voiture de Gasly qui flambe à Bakou en essai libre en 2023, c'est une boîte de vitesse qui est mal montée, qui fait absolument tout cramer. Les boîtes de vitesse ne sont pas faites par Viry-Châtillon, l'usine moteur en France, mais par Enstone, l'usine châssis en Angleterre. On parlait aussi d'un langage corporel à cette époque qui ne montrait aucune niaque, aucune envie particulière, voire un certain je m'en foutisme. P4, P18, c'est à peu près la même chose, on est là pour bosser et puis s'il se passe quelque chose de pas bien, c'est pas spécialement ma faute, je dirais que c'est quelqu'un d'autre. On se dédouane du résultat. Ce problème de dilettantisme est réel et le pire c'est qu'il ne date pas d'hier.
Jolyon Palmer, dans le récent podcast Beyond the Grid, fait état qu'en 2017, au Grand Prix d'Australie, il avait beau dire ce qu'il voulait, mais sa voiture, une Renault à ce moment-là, avait un réel problème. Rien n'y faisait, aucune vérif de la part des mécanos d'Enstone, des ingés, etc. Non. Tout ça pour se rendre compte au moment du démontage à l'usine qu'une barre anti-roulis, je crois, avait été montée à l'envers et n'avait pas été vérifiée. Monter une pièce à l'envers sur une Formule 1 et l'envoyer quand même en piste. Je sais pas comment c'est possible en fait. On est dans la pointe de la technologie, on arrive quand même à monter des pièces à l'envers. Alors si on ajoute à ça que ni Daniel Ricciardo, ni Fernando Alonso, ni Pierre Gasly, ni Esteban Ocon n'ont été totalement écoutés pour le développement de la voiture, puisque parfois ce n'était pas suivi d'action, car telle ou telle personne n'était tout simplement pas là ou en vacances, ça commence à faire beaucoup. Alors, faut savoir, bosser en Formule 1, c'est difficile, ça demande des sacrifices. C'est pas pour tout le monde, Mais du coup, si c'est pas pour vous, ou que vous êtes là juste pour faire le taf, prendre vos petits congés, kiffer, machin, etc., vous vous trompez d'activité et vous avez peu de chances d'être heureux parce que ce qui anime tout le monde dans cet écosystème de la Formule 1, c'est la compétition. Et une fois toutes les 2 semaines, le monde entier juge votre travail. C'est pas une question de gagner du pognon pour le coup. Si Enstone a sa part de responsabilité, le côté managérial français n'est pas en reste non plus. Vous vous souvenez de l'affaire Piastri ? Le fin mot de l'histoire, c'est que Alpine avait une option sur le contrat d'Oscar Piastri à exercer en novembre 2021 pour que le pilote australien devienne pilote de Formule 1 Alpine, pas forcément titulaire, mais au moins avoir ce statut et le conserver à la maison une saison de plus. C'est en tout cas ce que relate Otmar Szafnauer dans un récent podcast. Cette option n'a jamais été déclenchée par le management français de l'équipe, et donc là on parle du management dans le groupe Renault, donc les RH et Laurent Rossi. Et tout le monde dans l'entreprise est parti du principe que Oscar Piastri était toujours pilote Alpine en 2022. Sauf que légalement, ce n'était plus le cas. Malgré tout, l'incompétence ou l'indifférence côté français a conduit l'écurie à opérer en pensant que Piastri était toujours sous contrat. Et ce faisant, le petit Oscar a bénéficié de 5000 km au volant d'une Formule 1, prévue par l'option dans son contrat, qui n'a jamais été par Alpine. C'est tellement énorme que j'ai du mal à le croire. Et que ce soit Mark Webber ou Piastri lui-même, autant vous dire que c'était le méga super bon plan. Parce qu'en façade, ça se passait bien, mais on était libre de tout négocier en coulisses avec tout le monde. Oui, on pourrait dire que Oscar Piastri devrait rendre quelques kilomètres à Alpine, si on peut dire ça comme ça. En même temps, rouler gratuitement, on va pas cracher dessus. Moi, je suis à sa place, je fais exactement ça. D'où le fait que Otmar Szafnauer, qui est arrivé donc en mars 2022 et qui n'était absolument pas au courant de tout ça, a tenté d'aller se faire dédommager avec l'équipe par la justice sans réussite, me semble-t-il. Parce que faire des séances d'essais privés, ça coûte des centaines de milliers d'euros quand même. Donc depuis le retour de Renault en Formule 1 en 2016, il y a toujours ce dilettantisme latent, qu'il soit du côté mécanique à Enstone avec les boîtes de vitesse par exemple, même s'il n'y a pas que ça, ou du côté du top management en France. La culture n'a pas changé, bien au contraire. Et pour changer la culture d'une entreprise, il faut de la stabilité à sa tête. Et on a eu tout l'inverse chez Alpine depuis fin 2020. Marcin Budkowski, Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Bruno Famin. Maintenant, on a Oliver Hawks avec Flavio Briatore pas très loin. Comment voulez-vous faire des changements qui sont durables dans cette organisation ? Il fallait restructurer Enstone parce que ça n'a pas changé depuis des années et que ça performe toujours aussi moyennement. Ça passait aussi et surtout par une structuration et une gouvernance qui devait être claire entre toutes les parties prenantes. Et on en avait parlé justement l'année dernière, les process. Et quand Otmar Szafnauer affirme que les RH, la finance, la com, le marketing, tout ce monde-là rapportait directement au top management français sans passer par lui, oui, il était un peu pieds et poings liés. Donc il y a un vrai problème de communication sur qui fait quoi concrètement. Et comme rien n'est clair, aucune action n'est mise en œuvre car on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est pratique, hein ? Et on va être d'accord, Luca De Meo a toutes les raisons de perdre patience quand on voit le bordel que devient l'écurie à force de jouer aux chaises musicales résultant d'une très mauvaise gouvernance et d'une très mauvaise organisation entre Enstone, Viry et le top management du groupe Renault et d'Alpine en règle générale. C'est tout ce petit monde, en fait, qui pénalise toutes les strates qui sont plus basses et en dessous, si tu préfères. Alors, j'ajoute que Luca De Meo, il place des gens chez Alpine pour faire le boulot et obtenir un résultat. C'est aux gens qu'il a placés de savoir quoi faire et donner un cap. Personne n'a réussi à savoir ce qu'il fallait vraiment faire
et comment le mettre en œuvre. Donc, pas de résultat ou de progression, Demeo change la tête d'Alpine et finalement on remet une pièce dans la machine. Mais vous voulez qu'il fasse quoi d'autre Demeo en fait? Car comme le dit Otmar Szafnauer dans un récent podcast, le management français n'était pas là pour faire de la Formule 1, mais pour se propulser dans leur propre carrière. Globalement, c'est le cas de toutes les grandes multinationales, qu'elles soient françaises ou étrangères, et Renault n'y coupe pas. Sauf que changer une tête te fait repartir à zéro, et il semblerait que personne n'a identifié le vrai problème ni la solution jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça foire encore et toujours, et on est bloqué. Trop c'est trop, Demeo a été radical pour faire une pierre, 15 coups. Flavio Briatore a les pleins pouvoirs, c'est un leader fort et charismatique, on en a parlé en vidéo un peu plus tôt dans la saison. Il lui rapporte tout et il va faire le ménage à fond. Et enfin, ce que je vous disais l'année dernière, l'industriel Luca De Meo a confiance dans un leader qui vient du sport auto et qui est à la tête de l'écurie. C'est la case qu'on devait cocher depuis le début du projet Alpine, voire le début du projet Renault. Avoir la confiance dans un leader qui vient du sport auto. Alors vous croisez le regard de Flavio Briatore dans le motorhome Alpine, s'il ne sait pas ce que vous faites dans l'équipe, il y a de très grandes chances qu'il vous prenne à part et vous vire. C'est aussi simple que ça. Concrètement, c'est Briatore qui dirige l'équipe. Oliver Hawks, c'est plutôt un homme de paille qui va essuyer les coups en cas d'échec. Tout comme l'a été Otmar Szafnauer avec Laurent Rossi d'ailleurs. En cas de réussite, c'est l'autre le génie. Pas con la technique non plus, on n'est pas fou. Mais maintenant, on a une pointure politique qui pèse dans la Formule 1, Flavio Briatore. Et justement, faisons un petit peu de géopolitique de la Formule 1 si vous le voulez bien. Vous savez c'est quoi notre problème à nous les Français? On respecte trop les règles, on joue pas avec, on tente pas d'aller plus loin, on fait comme le règlement il a dit qu'il fallait faire, mais surtout pas trop plus quoi. L'affaire des débitmètres de Ferrari en 2019 qui a mis Mercedes à feu et à sang, l'histoire des flexi-wing chez McLaren, Red Bull, Mercedes et j'en passe, parce que ça dure depuis quelques années. L'affaire des Mercedes Rose de 2020 chez Racing Point, devenue Aston Martin et dont le propriétaire était déjà un certain Lawrence Stroll. Le DAS chez Mercedes par exemple. La dernière fois que Enstone a tenté quelque chose, c'était un réglage de balance de frein automatique qui a été interdit par la FIA suite à une réclamation de Racing Point. Et ça, c'était en 2019 ou 2020, il me semble. Comme si on découvrait le régulateur de vitesse pendant que les autres mettaient au point la conduite autonome. Il y a un gouffre quand même, Et tout ça, c'est insufflé par le management, qu'on soit bien d'accord. C'est trop gentil, c'est pas assez fourbe, c'est pas assez malin. L'un des derniers meetings d'Otmar Szafnauer à la tête d'Alpine, c'était de demander une mise à niveau du moteur Renault, à qui il manque 25 chevaux, aux autres motoristes lors d'une réunion avec la FIA. Bon, très bien, pourquoi pas? C'est bien. Un Flavio Briatore, lui, il aurait pris le problème à l'envers. Il aurait d'abord pas respecté le règlement, il aurait simplement amélioré le moteur d'une manière ou d'une autre, un peu en cachette. Puis ensuite, il serait allé négocier au fur et à mesure avec la FIA pour rendre légale sa combine qui est pas très légale. La technique est discutable, oui, mais elle est efficace. Parce que pendant que ça bosse, ça apprend. Et on peut pas désapprendre ce qu'on a appris, donc forcément on est gagnant. C'est quand même plus intéressant que de rien faire. Je vous rappelle qu'à un Grand Prix dans les années 90, Schumacher s'est vu présenter le drapeau noir en tour de formation et aurait dû rentrer au stand parce que disqualifié. Mais non, Briatore lui a dit « Continue de rouler, je vais négocier pour trouver une solution ». C'est discutable, voire immoral, c'est poussé à l'extrême, mais c'est la manière qui a le plus de chances d'aboutir, si jamais ça se passe bien. Géopolitiquement parlant, dans le milieu de la F1, Alpine, c'est pas du tout une puissance. C'est bien au contraire une sorte de pays complètement snobé qui pèse rien sur la table des négociations. La faute à un top management de l'écurie qui n'a pas une ligne de conduite claire et qui change tous les 4 matins. Donc forcément, il y a un gars habillé en bleu quelque part à la table de réunion, tout va bien. S'il est là, il est pas là. Peu importe qu'il y a dans le costume, on s'en fout. Géopolitiquement parlant, Alpine s'est affaibli de plus en plus depuis le rebranding Renault en Alpine début 2021. Avant, on avait un constructeur de classe mondiale de voitures qui a laissé place à une marque sportive, renaissante, balbutiante, de niche, qui n'avait qu'un seul modèle à proposer. On va revenir dessus plus tard. En plus de cela, c'est le moteur de la grille le plus faible, donc personne ne veut plus, après avoir perdu Red Bull, après avoir fait un passage éclair chez McLaren. Donc tout ça, c'est pas foufou, si vous voulez. Sans compter que on a eu un Alonso, un Piastri notamment, qui sont partis, tout comme Szafnauer, qui est un homme plutôt respecté dans le paddock.
Donc vous créez des personnes qui ne vous veulent pas forcément du mal, mais certainement pas du bien. Alors la nouvelle de ces derniers jours, c'est que le groupe LVMH vient de signer un partenariat avec la Formule 1 pour 10 ans pour y impliquer des marques telles que Tag Heuer ou Moët, entre autres. Ça change pas grand-chose pour le spectateur lambda, mais pour les acteurs de la Formule 1 et Alpine en particulier, il y avait peut-être un coup à jouer. Alors ouais, c'est l'occasion d'avoir un allié politique de poids qui pèse dans l'oreille d'un Stefano Domenicali et d'un Greg Maffei, d'avoir des relations étroites avec le groupe LVMH dont la marque Berluti par exemple est le sponsor élégance d'Alpine, et de dire Bernard Arnault, maintenant on voudrait telle ou telle chose ou telle décision aille plutôt dans ce sens-là, etc. pour nous et tout. Ça c'est le quotidien de la Formule 1. Ça, c'est le quotidien du job de team principal. Alors bon, LVMH arrive un peu tard, hein, évidemment, ça aurait été un allié de choix pour convaincre Domenicali d'avoir Andretti, de leur vendre des moteurs, de ne plus être tout seul sur la grille. Et les moteurs vendus, bah forcément, ça fait un allié de l'écurie qui fait que tu pèses un petit peu plus dans l'écosystème. Voilà, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher pour une présence aux États-Unis, machin et tout. Bon, bref, tout ça, c'est de la parenthèse, évidemment, c'est de la théorie, mais oubliez Cadillac et Andretti pour le moment. Greg Maffei, le patron de Liberty Media, aurait dit à Mario Andretti qu'il ferait absolument tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que son fils Michael n'entre jamais en Formule 1. C'est pas du tout une histoire de savoir s'ils ont ce qu'il faut, si leur projet est solide, etc. Non, non. C'est une histoire d'ego entre deux mecs, rien de plus. D'accord? Donc, oubliez Andretti. Et puisqu'on parle du moteur, pourquoi ce V6 hybride n'a jamais été très bon? Au mieux, il a été deuxième meilleur, au pire, le plus mauvais. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos précédentes, vous connaissez mon avis sur le moteur de Viry-Châtillon, c'est pas le meilleur, il lui manque 25 chevaux comparé aux autres, mais ce n'est pas à lui seul le responsable de cette descente aux enfers d'Alpine depuis 2022, on va dire. Avoir un mauvais moteur, c'est handicapant, oui. Ça influe sur l'aéro et sa manière de l'exploiter, oui. Vous serez souvent pénalisé en vitesse, par exemple, oui, mais tout le calendrier n'est pas composé de courses comme Monza ou Spa-Francorchamps. Le moteur Renault, dans la période hybride, qui a commencé donc en 2014, a gagné des courses avec Red Bull par exemple, même en étant badgé Tag Heuer, puisque Red Bull n'en pouvait plus d'avoir un moteur Renault. Il a permis à McLaren de retrouver la P3 constructeur en 2020, après un passage catastrophique avec Honda, mais il est clairement le moins récompensé par rapport aux Mercedes, Ferrari et Honda. Petit rappel, le développement des moteurs en Formule 1 sur justement la performance est gelé depuis début 2022, donc on ne peut pas changer le moteur pour un meilleur ou pour un moins bien. Pourtant, depuis 2022, l'écurie n'a fait que régresser. Cette régression ne peut donc pas être liée seulement au moteur, mais bien au châssis et à l'aéro. Donc faut arrêter ces conneries et qu'on se fasse autant chier dessus par la presse, les médias britanniques, dont leurs compatriotes ne savent pas monter une barre anti-roulis à l'endroit ou une boîte de vitesse dans une Formule 1. Par exemple. Mais si on revient un peu en arrière, le problème du moteur de Viry-Châtillon a démarré dès sa genèse, car Viry s'est mis plus tard sur ce projet hybride, pendant que Mercedes et leur Viry-Châtillon à eux, HPP à Brixworth, s'étaient jetés corps et âme dans cette nouvelle réglementation bien plus tôt. Alors ajoutez à cela un Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault à cette époque, qui ne fait que de la Formule 1 parce que son équipe marketing lui a dit qu'il fallait le faire, l'envie de dépenser des milliards pour rapporter peut-être pas grand-chose et que ça se compte en termes d'image plutôt que de chiffre d'affaires et qu'il n'y a aucune garantie, ça peut un peu refroidir quand même. Parce que les moteurs hybrides en Formule 1, en termes de développement, de construction, machin, etc., d'exploitation et tout, c'est 2 milliards par motoriste depuis 2014, si c'est pas un peu plus maintenant. Alors chez Renault, le management a fait ce qu'ils ont toujours fait, faire de la Formule 1 pour pas cher, en sous-staffant le personnel, en limitant au possible les coûts, quand Red Bull, client de longue date, demandait pourtant d'injecter beaucoup plus pour faire le retard abyssal creusé par Mercedes. Et pour vous dire, les bureaux, les installations à Viry, les améliorations des infrastructures, les nouveaux bancs, etc., c'est récent d'il y a 2-3 ans grand max. J'ai eu la chance d'y aller en 2022 et 2023. C'était en chantier partout, depuis quelques mois, pour accueillir, encore une fois, des nouveaux bancs, pour mieux travailler, pour aller plus loin dans le développement, etc. Sinon, on reste sur des infrastructures qui
qui sont vieillissantes, qui sont plus en phase avec la Formule 1 moderne d'aujourd'hui et de ce qu'elle demande surtout. Alors, fallait courir après Mercedes pendant tout ce temps, 2 mains dans le dos, pour être tout à fait honnête, parce que fallait pas trop dépenser entre 2014 et 2020 pour enfin tenter d'avoir un nouveau souffle et une modernisation en vue de la prochaine réglementation 2026. Alors oui, je vais être honnête, moi j'ai eu un regain d'espoir en 2021 quand Laurent Rossi a annoncé que Viry refaisait un nouveau moteur en s'axant sur la performance avant la fiabilité pour enfin avoir un moteur à la hauteur. Il y avait des investissements qui allaient être faits dans les infrastructures à Viry-Châtillon, donc l'avenir s'annonçait un peu radieux. Alors malheureusement, il manque encore 25 chevaux. Et vous dire pourquoi c'est le cas, ça reste un mystère, vraiment. Pour moi, je sais pas, je comprends pas. Et on le sait moins, et on le signale moins aussi, puisque on voit que rarement Viry-Châtillon, mais on a eu quand même 4 directions techniques différentes depuis 2021. Ça fait beaucoup, c'est le même problème qu'à Enstone. Alors forcément, ça complique la direction prise, ça complique la communication avec les homologues. Bref, c'est le bordel en fait dans l'organisation. À Viry-Châtillon, ils sont 500 et quelques, et tout le monde ne travaille pas sur la Formule 1. Vous avez de la Formule E, les autres moteurs de compétition, je pense à la Freca par exemple, je pense aussi au WEC, et à Brixworth, chez HPP, ils sont plus de 1000. Ils sont tous majoritairement sur la Formule 1 avec une usine moderne à la pointe de la technologie. Ça fait quand même un sacré gap. Alors, faut pas oublier une chose, c'est que à Brixworth, ils produisent et ils opèrent les moteurs de Mercedes, mais aussi les moteurs Mercedes de leurs clients. Donc ça demande du monde en plus, ça fabrique, etc. À Viry-Châtillon, à l'inverse, on ne produit aucun moteur qui se retrouve sur un Grand Prix de Formule 1. Viry-Châtillon conçoit et développe des moteurs qui sont testés sur un banc, mais les moteurs que vous retrouvez dans les voitures sont produits et assemblés par Mecachrome, qui produit entre autres les moteurs de Formule 2 et de Formule 3, et aussi le moteur de l'Alpine du WEC. Voilà, c'est sur cette base-là. Est-ce que c'est le bon schéma pour Renault pour concevoir, développer, produire et exploiter des moteurs en Formule 1 ? Ça a marché un temps, peut-être que maintenant c'est plus le cas. Surtout pour seulement 2 voitures et aucun client qui ne vous permet d'amortir tous les coûts de développement, les infrastructures et les risques que vous prenez en vous lançant dans une telle aventure. Il y a donc un problème de moyens dès le début de ce projet hybride, peu d'investissement dans les infrastructures. D'ailleurs que ce soit à Viry-Châtillon ou même à Enstone, ça a mis du temps à faire rénover des trucs. Du moins en tout cas c'est arrivé trop tard. Et aujourd'hui, Viry-Châtillon ferme ses portes à la F1 en conséquence. Parce que oui, à 1 an et quelques de prendre la piste avec le nouveau Power Unit de 2026, on arrête les frais. Malgré un sursaut d'ego amorcé à la publication progressive du règlement technique concernant le moteur en 2022, l'incompétence des uns prive les autres d'une chance de prouver leur valeur sur une nouvelle réglementation quand le châssis a été de plus en plus mauvais sur la réglementation 2022 et qui aujourd'hui pesait 15 kg de trop en début de saison, soit 5 dixièmes sur un seul tour, rien qu'au poids. 5 dixièmes, c'est juste énorme. Et c'est pas le moteur. Les représentants du personnel de Viry-Châtillon ont fait passer des communiqués ces dernières semaines pour tenter d'alerter les médias et pouvoir se faire entendre. Et ils ont communiqué quelques chiffres et informations sur le futur moteur, le RE26A. L'usine française s'y est mise à fond depuis 2022. Elle est partie avec l'ambition de faire différemment, de prendre des risques. Et pour cela, ils ont étudié plus d'une centaine de concepts, dont le tiers a démontré un intérêt de performance pour être introduit sur le futur moteur. Ce qu'a fait à peu près normalement tous les autres motoristes, mais ça dépend de comment tu vas chercher tes concepts et tout, tu vois. Alors le moteur a démarré sur le banc mi-2024 avec un tiers des concepts performance qui étaient absents. Pour vous la faire courte, on a fait démarrer un moteur, mais il n'était pas encore au complet. On a les principaux éléments, et ça fonctionne déjà pas mal, puisqu'ils arrivent à sortir plus de 400 kW, ce qui fait 543 chevaux à peu près, et un rendement supérieur à 48%. Mais encore une fois, il manque évidemment pas mal de pièces pour aller chercher les 1000 chevaux, qui sont un peu visés par tout le monde. Mais il y a 2 éléments intéressants et importants sur ce moteur. Il a été pensé pour, 1, prendre moins de place et permettre une bonne intégration au châssis et laisser de la place pour des développements futurs. Et donc ça, déjà pour les équipes châssis, c'est génial. Et deuxièmement, surtout, le moteur est en dessous du poids minimal requis par le règlement. Donc on va pouvoir ajuster les ballasts et mieux contrôler l'équilibre de la voiture. Et alors ça, c'est
un luxe incroyable. Quand vous pouvez vous permettre d'avoir une voiture qui est plus légère et de rééquilibrer la voiture avec un nombre de poids que vous répartissez sur la voiture, c'est parfait. Alors juste une remarque par rapport à tout ça, je ne sais pas à quel point le moteur a été développé et conçu en collaboration avec l'équipe d'Enstone pour le coup, parce que c'est bien de vouloir faire petit, etc. Mais faut pouvoir travailler dessus, l'exploiter facilement aussi pour les mécanos, etc. etc. Et puis, tu as besoin aussi d'avoir un avis du gars qui va faire le châssis quelque part, même s'ils n'ont pas le droit de bosser dessus. Mais tout ce que je vous dis là ne servira finalement à rien, car on ferme les portes de la Formule 1 à Viry-Châtillon. La raison est très simple, elle est économique. Acheter un moteur Mercedes, ça coûte 17 millions d'euros par saison. Faire ton propre moteur, ça te coûte 7 fois plus d'argent, soit 120 millions d'euros, qui est la limite du plafond budgétaire pour les motoristes par an, et tu n'as aucune garantie de réussite. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tout arrêter maintenant, après avoir déjà dépensé des millions et des millions et des millions depuis quelques années, à 1 an de poser la voiture sur la piste. T'es trop engagé, autant aller au bout. Alors, si on voulait vraiment faire des économies, il fallait se désengager en tant que motoriste dès 2022 pour le coup. Ce qui est terrible, c'est que stopper maintenant montre le peu de confiance, très certainement le peu d'implication et de compréhension de la direction en ce qui concerne le moteur. Pourtant, on a des employés qui se battent pour défendre leur beefsteak, qui se donnent et qui veulent réussir, mais surtout qui veulent au moins avoir une chance de montrer ce qu'ils savent faire et laisser parler tout simplement le chrono sur une nouvelle réglementation. Pendant ce temps, du côté de chez Audi, c'est quand même plus la merde d'après les rumeurs. Ça pue. Genre, ça pue. Sauf qu'en 2022, l'équipe était P4 du championnat, pas P9, et les moteurs étaient déjà gelés, donc on ne pouvait plus y faire grand-chose. Avoir un top management qui, comme un certain James Valls, sacrifie 2 voire 3 saisons pour prendre le temps d'opérer des changements profonds dans son organisation, qui est conscient de ses forces et de ses faiblesses, ça n'a jamais été fait chez Alpine, ça n'a jamais été fait à Enstone, et ça n'a jamais été fait à Viry, puisqu'on prend saison par saison en essayant de construire sur des fondations qui sont pas bonnes. Alors ça m'amène à me poser et vous poser une question, c'est quoi le projet de la marque Alpine maintenant ? Contrairement à plein de gens nostalgiques de Renault Sport, je trouve que rebadger Renault en Alpine, ça fait sens si on comprend la stratégie de marque qu'il y a derrière. Renault ne fait aucune sportive. Oubliez la Mégane, RS, machin, etc. Le temps de l'espace F1 et de la Clio V6 sont malheureusement révolus. Et pourtant, qu'est-ce que c'était bien quand même. Alpine est donc censé être la marque sportive du groupe Renault. Sauf que, petit problème, il manque pas mal de contenance à la marque. On a une histoire, on a un mythe, qui est un peu poussiéreux pour le coup. Bref, une conviction qu'il va falloir travailler pour le public. Chez Alpine, aux dernières nouvelles, c'était le « Born from Racing, made by racers ». Né de la course, fabriqué par des coureurs, si vous préférez. Ok, très bien. Franchement, nickel. Pour travailler ce mythe, pour travailler cette conviction, on va la faire incarner par les voitures de route et les succès en sport automobile. On a 2 choses. Et tout cela, on va le réussir par la technique et les humains derrière. Logique jusque-là, et même plutôt cool, je trouve. Bon alors, on a un petit problème, c'est qu'on n'a qu'une seule voiture, pour le moment, c'est l'A110. Mais, on lance 7 nouvelles voitures pour les 10 prochaines années, donc ça va arriver. Dans le même temps, il faut aller chercher la culture et dépoussiérer le mythe en s'engageant en sport automobile, puisque ça fait partie de la conviction profonde de base de la marque. Formule 1 WEC, parfait, c'est nickel. Juste le truc qu'il faut qu'on ait, c'est qu'on doit avoir un lien fort entre la F1, le WEC et les voitures de route. Il faut que tout ça, ça se parle. C'est un peu comme en cuisine, quand tu mets une belle pièce de viande et une belle garniture, tout ça c'est bien, mais ça va manquer de saveur. Et c'est là que la sauce, les condiments, ça va venir lier tous les éléments ensemble pour donner du sens. Et c'est ça la conviction qu'on veut retrouver et ressentir chez une marque, peu importe le domaine. Donc la première des 6, 5, 7, je sais plus combien il y en a, bref, donc la première des nouvelles voitures de la gamme, ça va être une supercar ou une hypercar avec un dérivé du moteur de Formule 1 comme la One de chez Mercedes ou la McLaren P1 à son époque ou la Ferrari et autres Enzo qui ont marqué notre enfance, non? La sportivité dans une citadine électrique, parfait pour les insertions à 50 km/h sur le périph' parisien. Ouais, génial. Aux dernières nouvelles, toute la future gamme d'Alpine sera 100% électrique pour une marque qui n'a aucune présence dans un championnat 100% électrique. Il y a un truc que je dois pas voir, mais je comprends pas.
Eh bien si, faut chercher un petit peu plus loin, en dehors de la Formule 1 et revenir en arrière pour savoir que l'État français avait fait un plan de sauvetage en 2020 pour l'automobile, à la condition que Renault s'érige en pointe dans la fabrication de véhicules électriques. Je ne vais pas plus loin et je vous renvoie directement à la vidéo hyper intéressante de F1 à la loupe qui traite cet angle du sujet. Les voitures ne nourrissent pas le mythe, la conviction du né de la course fait par des coureurs, un mec ou une meuf qui fait du sport auto, s'il doit faire une voiture de route, la première chose qu'il fait, c'est de mettre le moteur électrique à la poubelle. C'est parce que il n'y a pas de passion là-dedans en fait. Alors, il n'y a que notre ami Benjamin Workshop qui s'est obstiné un peu trop longtemps sur l'électrique parce que c'est un méga bosseur, etc. Je comprends. Avant de revenir gentiment à ses esprits et arrêter de s'emmerder et simplement juste kiffer en achetant un bon gros... C'est quoi, c'est un V6 qu'il a pris de la GTR? Bref. On t'embrasse Benji. Alors tout ça, c'est con parce que t'as un département qui s'appelle Viry-Châtillon et qui pourrait bosser justement sur les moteurs d'Alpine et se faire une spécialité du V6 turbo pour les voitures de sport, bosser en étroite collaboration avec un pétrolier pour développer des essences particulières, des moteurs plus propres et plus sportifs, voire d'aller vers l'hydrogène par exemple, comme le fait Ferrari en plus. Ils sont en train de faire ça chez Ferrari. Et puis le lien entre la compétition et la route, il serait là, il serait émotif, il serait passionnel. Et puis vu le shit show dont on parle depuis maintenant 2 ans, si c'est pas plus d'ailleurs, et qui a pris racine bien plus tôt, autant vous dire que le Ferrari français qu'avait imaginé Luca De Meo, il a bon dos quand même. Dans une récente interview à l'équipe, Luca De Meo prend la responsabilité parce que c'est lui le big boss, même si ce sont des Laurent Rossi, des Otmar Safnauer ou autres Bruno Famin, entre autres, qui l'ont conseillé sur telle ou telle décision. C'est lui qui prend la responsabilité quand même. J'ai mis 2 pilotes français dans les baquets, ils se sont rentrés l'un dans l'autre. Il n'y a pas un sponsor français sur la voiture. Avec nos P16, P17, on a l'air de rigolo. Nous ne sommes nulle part. On est devenu invisible. Je dois repenser le projet F1 pour enfin gagner et je cherche donc les raccourcis pour y parvenir. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette déclaration. Les pilotes, c'était prendre un risque absolument inutile. Tu prends les 2 qui peuvent le moins se voir en Formule 1, forcément ça va péter à un moment donné. La cohésion d'équipe va être neutre au mieux, mauvaise au pire. Donc en fait t'avances pas. De 2, pour les sponsors français, on avait Bell & Ross par exemple, qui se sont désengagés en fin d'année dernière. On a aussi Berluti qui n'apparaît pas par exemple, mais qui est sponsor élégance d'Alpine. Par contre, est-ce que vous pouvez me citer tous les sponsors italiens de Ferrari ou tous les sponsors allemands de Mercedes? On s'en fout, tant que la voiture elle est bleue, grise, rouge, tant qu'on respecte les couleurs, c'est ça qui compte. Imaginez BWT chez Ferrari. Waouh, le sponsor crame, c'est mort. Et je finis par ce qui me choque le plus, le fameux « je cherche les raccourcis pour y parvenir ». Alors, s'il y avait des raccourcis, Williams serait déjà champion. S'il y avait des raccourcis, ça voudrait dire que Audi pourrait potentiellement déglinguer absolument tout le monde en 2026 avec un moteur de l'espace sorti de nulle part. Il n'y a pas de raccourci en Formule 1 et si on prend un raccourci pour de l'image, on se retrouve avec du Rich Energy, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais Luca De Meo a raison sur au moins un point. Alpine doit gagner et a besoin du sport auto pour pouvoir exister en tant que marque. C'est la raison même de son existence. Je vous rappelle, c'est né de la course, d'accord ? Autrement, quelle sera la conviction de la marque Alpine pour pouvoir exister? Si on en trouve une autre, est-ce qu'elle sera assez forte pour vendre suffisamment de voitures? Et donc on dérive sur un autre problème de marque. Est-ce que ça change quelque chose de voir une Alpine gagner avec un moteur Mercedes en Formule 1? A priori, non, pas spécialement. Des moteurs différents dans des voitures de marques différentes, on en a à la pelle dans le monde. Les plus petits moteurs dans des Mercedes de route, ce sont des moteurs Renault. Comme quoi, tu vois, l'ironie, elle est un peu sympa. On a aussi l'alliance Renault-Nissan, par exemple. On a Aston Martin qui va être propulsé par un moteur Honda. Les Aston Martin de route ont un moteur Mercedes pour certaines. Bref, ça a déjà été vu et ce sera encore le cas dans des décennies, dans les années futures, etc. Donc non, ce n'est pas spécialement choquant, mais le step ultime, c'est de tout faire soi-même et d'exceller. Là, en fait, on fait un step en arrière, du coup. Et c'est ça qui heurte l'histoire de la marque et le mythe d'une certaine manière. Et surtout, on repart sur une erreur similaire qu'avait fait Carlos Ghosn, se tromper sur le pourquoi on fait de la Formule 1. Luca De Meo est en train de forcer l'engagement en Formule 1 pour un résultat marketing, quand le vrai résultat que l'on attend est celui d'une conviction forte qui véhicule des valeurs dont les conséquences sont marketing.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Au final, une Alpine Mercedes qui gagne aura le même goût qu'une sportive électrique. Impressionnant une fois, sur une accélération en sortie de péage, puis plus grand chose, rien de très pérennisant d'un point de vue émotionnel. On sera content sur l'instant, mais on préférera d'autres marques plus authentiques, qui nous touchent plus, qui sont plus émotionnelles. Du moins, ce sera très certainement mon avis et mon cas de vieux con, si on peut dire ça comme ça. Après, c'est pas de quoi est fait demain, mais vu comme c'est parti, c'est pas comme ça que ça va se passer. L'arrêt des moteurs F1 à Viry-Châtillon entraîne une cascade de merde, j'ai envie de te dire. On a directement les employés de Viry qui vont se faire réaffecter ou qui vont partir ailleurs en sport auto ou si possible dans la Motorsport Valley pour continuer leur aventure en F1. On va donc avoir une sorte de fuite des cerveaux. Et ça, c'est chiant de fou. Tous les jeunes qui sont en école d'ingénieur n'auront plus qu'un seul choix, aller en Angleterre pour tenter leur aventure de la Formule 1. C'est pas moins bien ou mieux, mais avoir un autre choix, dont celui de rester ou de revenir en France, est toujours un petit plus intéressant, je trouve. Les sous-traitants de Viry-Châtillon, je pense à tous leurs fournisseurs et à Mecachrome par exemple, qui eux aussi vont devoir revoir leurs effectifs ou rediriger leurs activités sur d'autres secteurs peut-être. Je pense aussi à l'attrait de la Formule 1 en France. Est-ce que ça va pas diminuer ? C'est une vraie question ouverte à laquelle j'ai pas la réponse pour le coup et à laquelle vous pouvez répondre en commentaire, mais on n'a plus de Grand Prix de France, on n'a plus de moteurs en Formule 1, l'écurie française n'est pas du tout française, à part quelques employés. Il nous reste quand même les pilotes, mais ils sont pas dans les top teams en devenir pour le coup pour le moment. Faut compter sur un Isaac Hadjar ou un Théo Pourchaire peut-être pour le futur et encore. Est-ce que faire une pause de la F1 et regarder du WEC et faire les 24 heures du Mans, c'est pas plus intéressant par exemple, sachant que pour le coup, l'endurance en France, ça c'est vraiment notre truc, hein. C'est ancré profondément chez nous. Alors oui, ça va durer un temps, mais certainement qu'on aura envie de revenir voir ce qui est devenu la Formule 1 à un moment ou un autre, parce que ça reste la Formule 1, et très certainement qu'on aura envie de retourner y courir, parce que ça reste la Formule 1. À Viry, on va donc créer une cellule de surveillance de la Formule 1, histoire de toujours avoir un œil sur ce qu'il se passe. Ce n'est pas la première fois que ce genre de dispositif est mis en place à Viry-Châtillon, mais c'est pas ça qui va garantir un retour un jour en Formule 1. Car vu la croissance de la F1, la manière dont le sport a évolué, y entrer est extrêmement difficile d'un point de vue politique, vu le gâteau que c'est devenu, évidemment. Les infrastructures et les moyens ont progressé de manière exponentielle. Il y a 40 ou 50 ans, une écurie c'était grand max 50 employés dans un gros garage avec un peu d'aéro. Là, on est sur des milliers de personnes. Et tout ce beau monde va continuer de progresser pendant qu'on a une cellule d'observation à Viry-Châtillon. Donc, en fait, le jour où il faudra mettre toutes les infrastructures à jour, etc., on va parler de plusieurs centaines de millions d'euros rien que pour relancer la machine. Et là, pour faire ça, il faut un Lawrence Stroll. Parce que je voudrais vous inviter à cette réflexion, mais j'avais jamais vraiment fait gaffe, mais est-ce que vous avez vu comment Lawrence Stroll a parfaitement géré les centaines de millions qu'il a injectés dans Aston Martin ? Parce que, à côté, le projet Audi, c'est de plus en plus bancal, et pourtant, c'est une marque qui est assez solide normalement, tu vois ? C'est vous dire le truc. Et revenir, ça va prendre du temps, car il faudra former des ingénieurs compétents, les faire prendre en expérience, les faire mûrir, etc. Et il faudra que les conditions pour faire de la F1 en France soient plus attractives que d'aller en Angleterre, là où tout se passe, dans la Motorsport Valley. C'est chaud, hein. Rien n'est jamais impossible, toute sortie de la Formule 1 n'est pas définitive, mais toute entrée est prohibitive, sauf si vous rachetez une structure. Et je pense que la vanne a suffisamment duré comme ça, s'il faut revenir en Formule 1, qu'on fasse pas ça avec Enstone sous prétexte que ça a marché en 2005 et 2006. Stop. Aujourd'hui, j'ai perdu foi en Alpine. L'idée de base était intéressante, me parlait beaucoup. Même le Ferrari français ambitieux de Luca De Meo me motivait, me rendait fier, car enfin on allait arrêter de jouer et voir petit. Enfin, on allait s'adonner à une aventure emplie de passion et d'ambition. L'exécution a été absolument catastrophique, enchaînant erreur sur erreur dans la volonté d'essayer de redresser la barre quand un cap bancal avait déjà été décidé. Lors de la présentation en 2021 Renault-Lution, j'avais déjà eu mon premier coup de massue avec le futur 100% électrique d'Alpine, qui ne collait pas du tout à un engagement en Formule 1. We will develop the next generation of EV sports cars. These exclusive, future-ready products are meant for discerning, passionate early adopters.
electric, of course. Ça ne me parlait pas du tout. Le fameux plan des 100 Grands Prix pour gagner avec une usine anglaise réfractaire, à tort ou à raison d'ailleurs, un management corporate français carriériste, à des incompétences inouïes de laisser la pépite des 15 prochaines années partir chez McLaren après l'avoir fait rouler gratuitement 5000 km. Perdre un double champion du monde, signer le duo de pilotes qui s'entend le moins sur la grille de départ en Formule 1, avoir un turnover improbable à la tête d'une entreprise qui a besoin d'un leader fort et charismatique pour donner un cap. Et pour couronner le tout, fermer une usine qui n'aura même pas l'occasion de prouver qu'elle sait redresser la barre sur une nouvelle réglementation, quand de l'autre côté de la Manche, on jouit d'une immunité malgré un dilettantisme intrinsèque passé sous silence médiatique. Ouais, l'amertume est grande, très très grande. Mais si une Alpine franchit en première la ligne d'arrivée, avec un moteur Mercedes, j'applaudirai sincèrement la performance et on se retournera vers Viry-Châtillon en se disant que, bah oui, on n'a pas été assez bon et que c'est qu'une raison supplémentaire pour un jour revenir et montrer qu'on n'a pas acquis plus de 130 victoires en Grand Prix, un espace F1 et un quadruple champion du monde sur un coup de chance en claquant des doigts. Alors oui, je pense qu'en France, les Français sont des gens très fiers, ce qui est vu comme beaucoup d'arrogance par les étrangers en règle générale. On est très fiers parce qu'en fait, on est très passionné, on est très émotionnel, on est très latin, quoi, en fait. On est un peu comme des Italiens, si vous préférez. On peut déplacer des montagnes quand tout s'aligne, quand on croit en une conviction qui est très très forte. Je vous ai posé la question de savoir ce que ça vous ferait si une Alpine Mercedes venait à gagner, que ce soit un Grand Prix ou que ce soit un championnat du monde. On a 20% d'irréductibles, car après tout, ce sont nos couleurs, quand même. 37% pour qui ce sera plus de la gêne, car il n'y a pas cette conviction que cela les représente la France, entre guillemets. Et le plus révélateur, et il est, je trouve, typiquement français, entre guillemets, parce qu'il nous colle à la peau un peu, c'est que la majorité d'entre vous s'en fiche. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous prend pas par l'émotion. Et, enfin, je veux dire, on ne nous bluffe pas comme ça. On ne croit pas aux convictions qui sont annoncées du Born from Racing, Made by Racers. On sait que c'est pas né de la course, on sait que l'impulsion ne vient pas de gens qui ont fait la course, qui sont des coureurs. Parce que les marques et leur histoire sont liées aux humains qui la font et leur authenticité. Et ça manque un peu, surtout au niveau du top management. Maintenant, on verra ce que fait Flavio Briatore, parce que lui, pour le coup, c'est un racer. Mais c'est pas lui qui fera les voitures de route. Mais s'il est venu dans ce projet à la demande de Demeo, c'est pour redresser l'écurie dans un seul but, vendre l'écurie Alpine d'ici 4 ans, après être enfin retombé sur ses pattes, parce qu'en fait, dans 4 ans, Luca De Meo arrivera à la fin de son mandat de directeur général du groupe Renault. 4 ans donc pour faire d'Alpine un succès commercial. Et ça passera probablement par arrêter la Formule 1, vendre l'écurie à un très bon prix et faire bifurquer la marque vers autre chose, vers une autre conviction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se reparlera du sujet avec plaisir un de ces jours, que ce soit en vidéo ou en live. En attendant, je vous laisse réagir dans les commentaires parce que j'aimerais bien avoir votre avis globalement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.